La société civile et les mouvements citoyens dans le Nord Kivu ont accédé à la demande du gouverneur de surseoir leurs manifestations ce lundi. En revanche, ils ont été catégoriques dans leurs revendications. L'ennemi doit quitter le territoire très rapidement. Kinshasa, de plus en plus inquiété par le banditisme urbain, ce week-end, l'opinion a été marquée par des scènes surréalistes en plein air diffusées sur les réseaux sociaux, un incident qui relance le débat sur le tristement célèbre dossier Kanyama-KCC. La dépouille d'Eduardo dos Santos a retrouvé son pays ce week-end. Depuis, le pays se mobilise pour des hommages pour l'ancien chef d'État qui a écrit pour le moment la plus grande partie de l'histoire de l'Angola. Mesdames et messieurs, bonjour. La marche initialement prévue lundi par la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu n'aura plus lieu. Le gouverneur de cette province, Constant Ndima, a su convaincre hier les forces vives et les déplacés de la guerre enclenchée par le M23 qui prévoyait une descente dans la rue ce lundi, alors qu'à Goma, plusieurs activistes et militants des mouvements citoyens commençaient à sensibiliser la population à se joindre à la marche suivie d'un sit-in au gouvernorat de province. Ces forces vives ont accepté l'appel du gouverneur, mais exigent en contrepartie qu'une solution soit trouvée très rapidement. Elles demandent notamment que les FARDC délogent les rebelles du M23, des positions qu'ils occupent dans un bref délai pour permettre aux déplacés de regagner leurs entités. La jeunesse de la ville de Kikwit et la société civile, par contre, ont été dans la rue ce lundi pour exprimer leur ras-le-bol et inviter les autorités tant provinciales que nationales à résoudre le problème de l'insécurité qui est en recrudescence dans cette ville depuis un moment. Un abbé a perdu la vie après des balles des assassins non encore identifiés depuis quelques semaines. Les banderoles réclamant la sécurité totale ont flotté cet avant-midi dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Dans les rues, l'on trouve des jeunes, mais aussi des vieux, venus protester contre les actes de criminalité perpétrés ces derniers temps dans la ville. Le coordinateur de la jeunesse catholique d'Oaéné Saint-François, Xavier Bertin Kassiungula, décrit l'apparition de ce phénomène et appelle à la sécurisation des citoyens. Aujourd'hui, nous, jeunes catholiques, nous nous sommes retrouvés dans la rue à travers une marche pacifique pour dire non à l'insécurité dans la ville de Kikwit. Et cette marche a commencé à 8h30. Elle est allée du monument à Kikwit, pour ceux qui les connaissent, le monument, rond-point monument, jusqu'à la mairie. L'autorité a pris acte de notre mémorandum et nous a promis de faire rapport à sa hiérarchie pour que des solutions soient trouvées. Rappelons que la recrudescence de la criminalité dans la ville de Kikwit a déjà causé la mort de plusieurs personnes, dont le regretté monsieur l'abbé Godefroy Pembele, enterré hier en présence de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. En parlant d'exigence et de réflexion sur le Congo, Colette Brackman, éditorialiste belge, a dans son légendaire carnet évoqué la RDC comme un pays solution. On peut y lire par exemple que le pays pourrait être pour une solution à un problème pour l'humanité par rapport au sursaut de courage et de dignité de ses citoyens. Résumé avec Jean-David Kilolo. Souvent présenté comme un pays à problème, voire comme l'enfant malade de l'Afrique, le Congo demeure un pays solution, estime Colette Brackman dans son dernier carnet. À terme des ressources minières qui pourraient être épuisées d'ici 30 ans, sont moins importantes que les puits de carbone que représentent les tourbières, que les terres cultivables, que les eaux généreuses nées de 2 saisons de pluie. De par le monde, nombreux sont ceux qui, conscients des ressources de cette dernière réserve de la planète, mais nombreux aussi sont les prédateurs qui veulent en tirer un profit immédiat. Dans les régions minières, la pollution est un scandale. Dans les villes, les déchets plastiques bloquent le cours des eaux et dans l'Est, l'insécurité jette femmes et enfants sur les routes. Les voisins prédateurs ne sont cependant pas responsables de tout, pas plus que la mondialisation avide les Congolais aussi vivants au taux du jour, c'est-à-dire sans se soucier du lendemain. Ils mettent en vente les ressources pétrolières, minières et forestières, tolèrent des politiciens irresponsables qui leur distribuent des miettes. Pays à problème, pays solution, le Congo est tout cela à la fois.
Il pourrait encore se sauver et contribuer à l'avenir de l'humanité à condition que, dans un sursaut de courage et de dignité, ces citoyens se décident à compter d'abord sur eux-mêmes, conclut Colette Brackman. Si vous êtes connecté à Internet cette semaine, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ces images surréalistes d'une violence hors du commun. Briques, machettes, cris sauvages, deux gangs se sont affrontés, prêts à se donner la mort à Kinshasa. Entre effroi et courage, le débat sur la position à afficher face au phénomène Kuluna est relancé dans l'opinion congolaise. Kinshasa, dimanche 21 août 2022. La scène se déroule à Lingwala, commune populaire de Kinshasa, comptant au moins un camp militaire dans son périmètre. Pas content du déroulement d'une finale, organisée entre autres par le ministre national de la Jeunesse, deux gangs décident d'en découdre de la manière la plus brutale possible. D'après des témoignages le lendemain de la débâcle, le garçon évanoui a pu avoir la vie sauve, malgré sa blessure grave. Des scènes identiques sont de plus en plus filmées à travers Kinshasa, Makala, Kitambo, Mongafula. Aucune commune n'est épargnée ces dernières semaines par la recrudescence du banditisme urbain. Depuis quelques semaines, l'opération qui a semblé dissuader cette pratique barbare, notamment le service national, a beaucoup plus fait parler d'elle en province plutôt que Kinshasa. Des nouvelles de Kanyamaka CC évoquent soit une réinsertion avec un salaire, soit la malheureuse campagne de SAP après la diffusion des images horribles de la formation. Entre-temps, des sérieuses questions se posent dans la cité sur la sécurité des biens et des personnes. Kinshasa, la mégapole, compile depuis quelques mois des cas spectaculaires, ôtant l'inquiétude à des paisibles citoyens. La police, elle, ne peut non plus agir dans l'extrême contre les agresseurs pour ne pas léser les droits de l'homme garantis dans le pays. Des spécialistes continuent de leur côté à attribuer cette recrudescence d'insécurité à une oisiveté constatée dans la jeunesse, surtout en plein milieu des vacances. N'empêche que la vie des paisibles citoyens est bouleversée et une méthode plus efficace est de plus en plus nécessaire. Dans le Kassai oriental, la rougeole bat son record. Le docteur Jean-Claude Simba indique environ 425 cas de cette maladie, dont 5 décès ont été enregistrés en une semaine. La même source renseigne que toutes les zones de santé sont touchées par cette épidémie. Nous sommes en ligne depuis le Kassai oriental à Mbujimayi avec Jean-Claude Simba. Il est épidémiologiste de la direction provinciale de la santé. Bonjour docteur. Première question, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire la genèse de cette contamination de base ? L'épidémie de rougeole a commencé au niveau de la province dès le début de l'année de cette nouvelle année ici, qu'on a eu le premier cas. Ces cas se sont développés dans quelques 3 ou 4 zones de santé, et dans ces zones de santé, on a pu faire des actions promptes pour qu'on puisse stopper ces cas-là, ce qui a été bien réussi, mais il y a eu la propagation vers d'autres zones de santé. Et à ce moment-là, il y a eu des interventions avec le niveau de Kinshasa. On a pu vacciner, mais malheureusement, la vaccination n'a eu lieu que dans 7 zones de santé sur les 19 de la province. Ce qui fait que les zones de santé où on n'avait pas vacciné, le nombre de cas ont continué à augmenter. Ce qui fait qu'à ce jour, dans ces zones de santé où il n'y a pas eu de vaccination, il y a un peu plus de cas et même trop de cas par rapport aux zones de santé où on a pu vacciner. C'est le cas de la zone de santé de Kassansa, zone de santé de Chilenge, zone de santé de Chilenge, où pour la semaine, on est passé au-delà de 50 cas par la semaine, au-delà de 60 cas par la semaine. Et quand vous considérez les 4 zones de santé sur les 19, donc les 4 zones de santé parmi les zones de santé où on n'avait pas vacciné, ces seules 4 zones de santé font déjà plus de 200 cas. Ce qui explique cette augmentation une grande augmentation du nombre de cas dans ces zones de santé-là. Oui, je disais que si nous partons par exemple de la 30e semaine jusqu'à la 32e ici, vous trouverez qu'on est passé de 365 cas la semaine jusqu'à 425 avec une augmentation. Mais est-ce que la province a les moyens de contenir cette propagation, et sinon, comment la population devrait vivre? Quelles précautions à prendre pour éviter tout cela? En fait, le grand moyen, tout ce qu'on a pu demander, c'est arriver à vacciner dans toutes ces zones de santé, ce qui n'arrive pas.
le moyen qu'on avait lorsqu'on a demandé aussi l'appui au niveau de Kinshasa, nous avons été appuyés à vacciner dans cette zone de santé seulement, ce qui n'a pas suffi pour qu'on puisse stopper cette épidémie. Parce qu'à l'allure actuelle où presque toutes les zones sont atteintes, la meilleure solution était de vacciner dans toutes les 19 zones de santé. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Actuellement, on ne dira pas qu'on a des moyens parce qu'on n'arrive pas à réaliser ce que nous sommes préconisés à faire. Actuellement, tout ce qu'on fait, c'est appeler la population à se présenter dans les centres de santé les plus proches avec les cas qui sont observés dans la communauté. On amène ces cas-là pour la prise en charge, mais nous devons nécessairement arriver à la vaccination. Merci beaucoup, docteur. Autre chose à présent, l'éducation ou les mines. Depuis la ville de Lourdes où il séjourne, Moïse Katumbi, leader politique d'Ensemble pour la République, s'est exprimé sur la situation du lycée Lubusha à Luisha. Pour ce notable Katangais, on ne devrait pas détruire une école considérée comme un musée dans la région pour des intérêts économiques. Depuis Lourdes, en France, où il se trouve, Moïse Katumbi s'est prononcé le dimanche 21 août contre le projet de démolition du lycée Lubusha, situé à Luisha, à 80 km de la ville de Lubumbashi. Construite en 1965, la prestigieuse école de filles de la région a le malheur d'avoir été construite sur un filon de cuivre, matière tant convoitée par les exploitants miniers. Au vu du silence radio affiché par les autorités provinciales et nationales et face à la menace réelle de démolition qui pèse sur le lycée et malgré les alertes de différentes communautés et personnalités locales, l'affaire a semblé préoccuper au plus haut point le président de Ensemble pour la République. Moïse Katumbi y voit une menace contre le devenir de la jeunesse congolaise. Selon lui, notre avenir n'est pas dans les mines, mais dans l'éducation. En effet, depuis août 2019, les informations ont circulé sur les réseaux sociaux en RDC, faisant état de la vente d'une partie de la concession du lycée Lubusha à l'entreprise chinoise Excellent Mineral au prix de 1,9 million de dollars américains. À l'époque, l'archevêque de Lubumbashi avait indiqué dans une mise au point que 2 prêtres seraient accusés dans cette vente sans son accord et que les enquêtes étaient en cours. Il y a 15 ans exactement, la vente de ce site avait suscité non seulement un débat houleux, mais également des marches, des protestations. Un dimanche, pas comme les autres, à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa de Pascal Mukuna, cette communauté comptant des centaines de milliers de fidèles à travers le pays a appris avec des sentiments partagés l'excommunication d'un de ses célèbres pasteurs, François Mutombo, et qui est Voici l'homme, revenu à peine d'Europe pour des soins de santé. Jean-David Kilolo s'est renseigné sur les raisons de cette division choc dans l'église du Congo. Qui l'eût cru? François Mutombo et Pascal Mukuna se repoussent désormais et se regardent en chien de faïence. Mais pour les cas d'espèce, tout était prévisible. Dès lors que François Mutombo surplombe déjà son mentor en termes de nombre de fidèles, François Mutombo, sorti de l'école de Mukuna, a acquis une certaine célébrité. À ne pas réjouir tout le monde. Un principe, ne dit-il pas que les succès attirent la jalousie? Selon les communiqués lus par un des responsables de l'église ACK, plusieurs griefs sont retenus à charge de l'ex-responsable de l'ACK Kalembelembe, notamment les refus total des communiqués avec la communauté. L'ACK en outre déplore le comportement récidiviste de la part du pasteur Mutombo en ce qui concerne la création des assemblées parallèles sous le label du groupe d'intercession Bukabi Keko. Vu que pendant toutes ces absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin que l'ACK Kalembelembe soit connecté à la communauté, quand même il a continué à la diriger à distance. Dans ce même communiqué signé par son représentant légal, l'évêque Mukuna, l'ACK a fait remarquer que le pasteur François Mutombo, après son retour au pays pour des soins à l'étranger, a manifesté sa gratitude envers toute la communauté, sauf à son père spirituel. Et contrairement à une certaine polémique déjà dans la toile et alimentée par certaines sources, la communauté ACK promet de ne rien réclamer
du patrimoine de l'Église au pasteur François Mutombo. Ce dernier revenu de soins de santé dus à un empoisonnement a été surpris selon son entourage de son excommunication sans être entendu. Faut-il encore que les raisons évoquées sont de l'apanage du diable? En outre, les deux hommes de Dieu hier inséparables ne doivent pas tomber dans ce piège. Alors que des âmes du Seigneur vivent grâce à leur unité, l'Église de réveil doit prendre toutes ses responsabilités. La dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, décédé en Espagne le mois dernier suite à une crise cardiaque qui a fait l'objet d'un conflit familial pendant plusieurs semaines, a été rapatriée samedi dans la soirée à Luanda. Plusieurs personnalités angolaises étaient à l'aéroport pour accueillir les cercueils. Des obsèques officielles à l'honneur de l'ancien président angolais débutent bientôt avant les élections qui sont prévues pour le 24 août prochain. Si dans la soirée du samedi 20 août, qu'atterrit l'avion avec le corps de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos, l'homme qui a dirigé l'Angola de 1979 à 2017, plusieurs personnalités politiques et membres de sa famille étaient présents à l'aéroport pour accueillir le cercueil et honorer la mémoire de l'ex-président angolais décédé le 8 juillet dernier à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone où il avait été hospitalisé après un arrêt cardiaque le 23 juin. L'ex-président angolais était un grand ami de la RDC, entraîné de bonnes relations avec l'ancien président honoraire Joseph Kabila Kabonge, les relations marquées notamment par la reprise de la liaison aérienne entre Kinshasa et Luanda après 6 ans d'arrêt en 2015. À l'honneur de l'ex-président angolais, les obsèques officielles débuteront bientôt dans la capitale angolaise avant les élections. En cyclisme, la deuxième édition du Grand Prix Didier Djungu a été lancée ce dimanche dans le Haut-Katanga, une initiative de Nanou Memba, président de l'entente de cyclisme de Lubumbashi. Sur le podium, Youssel Yondé a terminé avec une moyenne de 38,3. Du village Tondé à la mairie de Likasi dans le Haut-Katanga, 90 km à parcourir pour cette deuxième édition du Grand Prix Didier Djungu Kashala. Une course rythmée au début avec plusieurs dépassements avant d'être bloquée par des embouteillages. La route est fortement sollicitée ce dimanche. Nano Memba Ebenga, président de l'entente de cyclisme de Lubumbashi et initiateur de ce prix, est au forêt au Moulin. Des obstacles qui seront tout de suite franchis par les coureurs. Au sprint final, Youssel Yondé termine avec une moyenne de 38,3. Une surprise agréable pour Didier Djungu, président de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga. Moi, je m'attendais, peut-être c'était une seule fois, mais je viens de me rendre compte que le président Nanou Memba, vraiment, ce qu'il a pu faire à moi, dès mon vivant, il a pensé à organiser une course pour l'honneur à ma personne. Pour moi, je salue vraiment cette initiative. Je suis vraiment très. Pour des loyaux services rendus à la nation par cette discipline, il y a lieu de l'encourager. D'abord, un sentiment de joie. Vous savez que c'est celui qui vient encore de remporter. Donc, un poulain de Lubumbashi. Deuxièmement, c'est une fête réussie. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avions dit, c'est une journée statutaire d'abord pour nous, parce que c'est la 6e journée, mais spécialement dédiée pour honorer une icône qui est le président Didier Djungu, qui fait beaucoup pour cette discipline. Vous connaissez les réalités, vous maîtrisez les habitudes. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La société civile et les mouvements citoyens dans le Nord Kivu ont accédé à la demande du gouverneur de surseoir leur manifestation ce lundi. En revanche, ils ont été catégoriques dans leurs revendications. L'ennemi doit quitter le territoire très rapidement. Kinshasa, de plus en plus inquiété par le banditisme urbain, ce week-end, l'opinion a été choquée par des scènes surréalistes en plein air diffusées sur les réseaux sociaux. Un incident qui relance le débat sur le tristement célèbre dossier Kuluna Kanyama KCC. La dépouille d'Eduardo dos Santos a retrouvé son pays ce week-end. Depuis, le pays se mobilise pour des hommages pour l'ancien chef d'État qui a écrit pour le moment la plus grande partie de l'histoire de l'Angola. À tous et à toutes, merci d'avoir suivi cette édition. Ne nous quittez pas, tout de suite la revue de presse avec Amina Bayombo.
Amina Bayombo qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est devenu une habitude carrément tous les lundis, désormais avec Amina Bayombo. 3 titres. Congo Nouveau, qui parle de Félix Tshisekedi qui va inaugurer plutôt bientôt l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. Ça doit être mardi. Et oui, Christopher, l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable à Lemba Imbu fait la une des journaux parus ce lundi matin dans la capitale congolaise. Congo Nouveau, par exemple, qui la signe en sa manchette, rapporte que cette usine dotée d'une capacité de 35 000 mètres cubes par jour dans sa première phase est fin prête et n'attend que son inauguration par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et pour le journal Tempête des Tropiques, il s'agit ici de la matérialisation d'une recommandation du chef de l'État faite lors du Conseil des ministres, également accompagné d'un impératif à la mise en service de la dite usine à la fin du mois d'août. Avec la mise en service de cette usine, donc Christopher soutient ici le journal Le Potentiel, l'amélioration des conditions sociales de la population sera effective car cette station d'eau peut donc desservir plus de 4 millions d'habitants de Kinshasa en eau potable, notamment dans les communes de Kimbanseke, Njili, Mongafula ainsi que la partie sud de l'université de Kinshasa. La gouverneure du Tanganyika est convoquée à Kinshasa, apprend-on ce même lundi. Selon certaines sources, renseigne ici digitalcongo.net, Julie Ngungwa, puisqu'il s'agit d'elle, est reprochée d'être à la base d'une crise au sein du bureau de l'Assemblée provinciale. Il lui est aussi reproché un endettement de près de 10 millions de dollars américains dans une banque commerciale de la place au nom de la province. Et c'est toute affaire cessante que Daniel Asselo, VPM de l'Intérieur, a convoqué la gouverneure pour une consultation ce lundi à Kinshasa dans un message dont une copie est parvenue à digitalcongo.net. En RDC toujours, RFI nous signale la rentrée politique de Vital Kamerhe ce jour. Après le tête-à-tête, vous vous souvenez, du 28 juin dernier avec le président Félix Tshisekedi, la réunion de ce lundi 22 août élargie aux députés membres de l'UNC, autres hauts cadres, sera pour Vital Kamerhe la première activité politique formelle depuis son acquittement il y a 2 mois par la Cour de cassation. Après donc la traversée du désert, renseigne toujours ce site, l'heure est à l'évaluation des 2 années passées selon un proche de Kamerhe cité ici par RFI qui a laissé entendre que son maître, comme en 2018, comptait jouer un rôle majeur dans la quête d'un nouveau quinquennat pour Félix Tshisekedi. Merci beaucoup Amina Bayombo pour tous ces titres. Merci à vous. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.